Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Bad Comet Games et en même temps, ça fait un petit moment aussi qu'ils n'ont pas pointé le bout de leur nez dans l'univers du participatif. Je rappelle toujours rapidement leur CV en début de vidéo, pardon pour ceux qui connaissent, mais dans leur cas, ça me paraît vraiment pertinent. Bad Comet, c'est un éditeur coréen qui s'est fait connaître avec Shaoya, qui était un jeu d'affrontement à base de construction de bâtiments sur des emplacements limités. J'avais trouvé le jeu sympa, mais son succès avait été écorné par le fait qu'elle avait voulu suivre la tendance du moment, soit offrir une dizaine de modes de jeu différents, chacun avec du matériel dédié, ce qui fait qu'il était impossible de se battre avec toutes les unités, ou bien de jouer plusieurs fois sans devoir réapprendre les règles. Ça, c'était vraiment dommage. Après ce succès correct, qui sera couronné d'une extension, Bad Comet prend un virage à 90 degrés vers ce que j'appellerais le naturaliste réaliste, avec Wild Serengeti d'abord, puis Life of the Amazonia, toutes les deux reviews sur cette chaîne, deux jeux au public et au point de fort assez distincts, sur lesquels on ne reviendra pas ici, mais surtout deux jeux qui d'après moi vont servir de laboratoire, presque d'échauffement, au titre dont nous allons reparler aujourd'hui, Wondrous Creatures. Wondrous Creatures, vous avez vu, je fais des progrès. Vous savez comment ça marche quand on traite d'extensions sur la chaîne. On va d'abord revenir un petit peu sur la core box, faire une espèce de review avec le recul. On va aussi très rapidement rebrosser les règles pour ceux qui découvrent complètement. Alors si vous avez déjà la boîte ou bien si vous connaissez, vous pouvez passer directement à la deuxième partie via le chapitrage. Et dans cette deuxième partie, donc les deux gros tiers de la vidéo, on va vraiment se plonger dans ce Winterfall, donc le nom de cette première extension standalone, c'est-à-dire qui ne faisait pas partie de la campagne Kickstarter. On va voir ce que ça apporte, à quel prix et puis surtout, pour quel public? Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler de Bad Comet Games dans l'Hexagone, pourtant la plupart de leurs jeux maintenant sont localisés en français, et pourtant quand j'ai fait quelques recherches pour me replonger un petit peu dans cet univers et pour aller chercher quelques stats, je me suis rendu compte d'un truc complètement fou, c'est que Wondrous Creatures, la core box, est top 220 sur BGG, ce qui est vraiment énorme en termes de reconnaissance des joueurs. J'avais donc review le prototype lors de sa campagne Kickstarter, j'avais d'ailleurs plutôt dit du bien de l'ensemble, j'avais ensuite reçu mon exemplaire en version Deluxe un an après, et j'avais fait l'erreur de l'offrir à une époque où j'étais plutôt focalisé sur l'évolution de la chaîne et la complétion de certains de mes gros jeux narratifs. Alors je vais pas vous dire qu'il m'a immédiatement manqué, ce serait un petit peu gros, mais quand Bad Comet est revenu vers moi pour me parler de Winterfall, quand je me suis un petit peu replongé dans les règles et puis dans mes souvenirs des playtests, c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'avais envie d'y retourner et j'avais l'impression d'être passé à côté de quelque chose en me débarrassant entre guillemets de ma boîte un petit peu vite. Wondrous Creatures, c'est un jeu de tableau building, de 7 collections avec une touche de contrôle de territoire, dans lequel vous incarnez un explorateur. Vous et vos comparses venez de découvrir l'étrange île de Starbeak, et vous avez donc la ferme intention de cataloguer toutes les mystérieuses créatures qui y vivent. Il s'agit donc d'un jeu compétitif de course au point, dans lequel il vous faudra accomplir un maximum des succès tirés aléatoirement au début de la partie, la plupart de ces succès pouvant être accomplis avec plus ou moins de difficulté pour gagner plus ou moins de points. Chaque succès remporté vous rapproche de la fin de la partie, ce pourquoi il n'est pas inutile de prendre un petit succès assez facile à avoir dans les derniers tours, plutôt que de le laisser à quelqu'un d'autre. Vous aurez à votre disposition 3 meeples, dont un qui va représenter votre explorateur et qui sera doté d'un pouvoir asymétrique, et à chaque tour vous allez pouvoir poser l'un de ces meeples sur la carte afin de récolter des ressources dans les habitats et de recueillir les créatures. En dehors du placement, vous pouvez aussi utiliser votre tour pour dépenser ces ressources afin de placer les créatures recueillies, c'est-à-dire qui sont allées dans votre main sur votre plateau, dans votre zone de jeu. C'est ça qui vous permettra d'une part de vous rapprocher des objectifs du jeu, mais aussi de bénéficier des bonus que chacune de ces créatures rapporte, puisqu'elles ont tout un pouvoir qui va être passif en fin de partie, immédiat, et que la plupart vont comboter les uns avec les autres. C'est d'ailleurs ça l'un des grands dilemmes du jeu, trouver l'équilibre entre les créatures dont vous avez besoin pour faire des collections et marquer des points à la fin de la partie, et puis celles qui vont vous aider, vous apporter des bonus, vous faire progresser plus vite, même si en soi elles ne vaudront pas grand chose à la fin. L'avant-dernière option d'un tour, c'est de valider l'un des objectifs de la partie si vous remplissez les conditions. Certains rapportent plus de points si vous les remplissez en premier, d'autres, nous l'avons vu, vous laissent le choix de viser un gros score, au risque bien sûr que les autres joueurs vous coiffent au poteau. La partie peut se terminer de deux façons. La première, c'est quand il n'y a plus de trophées, sachant donc que chaque objectif accompli va rapporter un trophée au joueur, et c'est ce qui va justifier parfois de se précipiter sur des petits succès afin d'écourter le jeu si on est en avance. Et le deuxième déclencheur de fin de partie, c'est une piste de temps qui va être commune et qui va avancer à chaque fois qu'un joueur va reprendre les meeples qu'il a posés sur le plateau. D'ailleurs, c'est ça la quatrième action. Une fois que vous arrivez au bout de cette piste de temps, le jeu va de lui-même supprimer des trophées disponibles, de sorte à précipiter le décompte des points.
Il existe de nombreuses autres mécaniques comme la gestion des œufs, des fils à papillons ou du terrain, mais pour tout ça, je vous renvoie à la review que j'avais faite au moment de la campagne. La seule conclusion qui importe aujourd'hui, c'est que j'adore toujours ce jeu, j'ai presque redécouvert là que j'adorais ce jeu, j'ai même envie de dire que je l'aime encore plus qu'à l'époque où je l'ai testé, et si je devais vous résumer pourquoi en un seul argument, je vous dirais le timing. Dans Wondrous Creatures, même si vous êtes le roi de la draft, même si vous allez choisir et poser des créatures qui combattent merveilleusement entre elles, vous n'arriverez à rien si vous n'êtes pas maître du rythme de la partie. Tout en fait, et c'est plutôt bien caché, va dépendre de la façon dont vous allez organiser vos tours, puisque, on l'a vu, dans un tour, vous ne pouvez faire qu'une seule des 4 actions, vous ne pouvez pas faire 2 choses à la fois, comme poser un meeple et récupérer un succès. Le premier élément central, c'est le moment où vous allez récupérer vos meeples du terrain du plateau principal. D'abord parce que ça fait avancer la piste de temps et que parfois celui qui l'a fait avancer va déclencher un bonus, mais surtout parce que tant que vos meeples sont sur place, vous allez bloquer des emplacements qui sont peut-être intéressants, des endroits où on peut récupérer des créatures sympas ou beaucoup de ressources. Donc peut-être que même qu'une fois que vos 3 meeples sont posés sur le plateau, vous allez temporiser en dépensant des cartes, en faisant d'autres actions, plutôt que de les récupérer trop vite et puis de laisser la place libre finalement pour un concurrent qui lui n'attend que ça pour se jeter sur les ressources. Ensuite, les cartes de créatures, quand vous choisissez pendant votre tour de mettre des cartes dans votre réserve, vous pouvez en mettre jusqu'à 2. Ce qui veut dire qu'en mettre une seule est un gâchis de temps, puisque vous pouvez en mettre jusqu'à 2. Ce qui veut dire qu'il va falloir anticiper un petit peu quelles ressources il me faut pour poser 2 créatures d'un coup. Si possible, est-ce que les effets de ces créatures vont comboter entre elles quand je vais les poser pour démultiplier encore les effets? En tout cas, le moment où je vais poser ces 2 cartes, les ressources que j'aurai économisées, et puis j'y reviens, la situation de mes meeples sur le plateau, tout ça, c'est très très important et on peut quelque part presque figer un petit peu le jeu sans récupérer ces meeples ou en plaçant qu'une partie, en posant des cartes à côté, en profitant pour récupérer des ressources d'une autre manière. On peut un petit peu stall, vous voyez, un petit peu faire planer le truc, rien ne bouge trop, et vous restez un petit peu maître de cette bulle-là, pendant que les autres joueurs sont coincés et attendent que vous vous daigniez vous déplacer ou faire autre chose, faire avancer un marqueur pour pouvoir vraiment poser leur pion. C'est tous ces éléments que finalement j'avais peut-être pas assez développés parce que j'avais pas eu le temps de les découvrir dans ma revue du prototype. C'est vraiment le plus grisant, je trouve, au-delà d'aller évidemment aller chercher des super combos très très loin, très très perchés. Ce côté maître des horloges là, ce côté à quel moment je pose ceci et à quel moment je temporise cela, c'est ce qui rend le jeu très cérébral sans être pour le coup inaccessible. J'ai joué beaucoup avec des casus à ce jeu, ça marche très bien. Pas qu'il gagne à chaque fois, mais en tout cas ça marche très bien et ça plaît aussi parce que visuellement c'est très très beau, mais on y reviendra tout à l'heure. Il y a en dernier lieu, c'est vraiment intéressant sur tous ces succès aléatoires, le fait que même celui qui arrive en deuxième, par exemple sur une partie à 2 joueurs, celui qui a pas réussi à avoir le succès en premier, il va quand même pouvoir aller chercher des points. Il y a comme un cadeau de consolation, ce qui fait que tout ce qu'il a pu essayer de construire sur son tableau n'est pas perdu, n'est pas fait pour rien. Et puis d'ailleurs il a même plutôt intérêt à aller chercher cette deuxième place, puisqu'en marquant quelques points, encore une fois de consolation, quelque part ça diminue les points qu'a obtenu le premier joueur, celui qui s'est placé en premier, puisque le différentiel entre les deux sera moindre. Je l'avais dit à l'époque, ça reste vrai, hein. En fait, on a l'impression qu'avec Serengeti et Amazonia, Bad Comet avait un petit peu préparé tout ce qu'allait amener à ce Wondrous Creatures. On retrouve vraiment les marottes un petit peu de cet éditeur, les gros meeples jolis qu'il faut placer à des emplacements particuliers, les achievements, les objectifs de partie qui sont aléatoires, qui sont déterminés par des cartes. On a tout ce côté tableau, cette collection très jolie qui existe déjà aussi depuis Serengeti. Évidemment là le contexte est différent, je trouve aussi que c'est plus malin, mais malgré tout on sent le savoir-faire de l'éditeur dans ces niches-là, avec quelque chose que j'avais un petit peu comparé, je crois, dans ma review à Pokémon. En fait, c'est assez faux. J'avais comparé à Pokémon parce que les créatures sont imaginées, donc vous avez beaucoup de cartes avec beaucoup de créatures imaginaires, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a même pas vraiment de notion d'attraper les créatures, c'est plutôt du sauvetage. On va héberger les créatures dans une réserve. Donc, bon, voilà, c'est pas un jeu de Pokémon du tout, mais il y a quand même toute une créativité qu'on retrouve dans la boîte qui, là d'une version de base, la boîte est absolument magnifique, donc on dirait un bouquin, l'extension c'est la même, ça fait des gros livres, et cette version boutique finalement dedans vous avez déjà des inserts, vous avez déjà des meeples qui, vous l'avez remarqué peut-être sur les photos, sont des meeples aimantés qui vont chevaucher les créatures, vous avez des plateaux double couche, enfin vraiment ils vendent très très, j'avais déjà dit je crois à l'époque, ils vendent très très mal leur Deluxe, parce que cette version de base elle est très très jolie, très très réussie. Le seul reproche qu'on fera, et j'en termine là pour cette espèce de petit résumé de la core box, le seul reproche aussi qu'on pourra faire à ce Wondrous Creatures, c'est toujours aussi vrai, ça a quasiment toujours été vrai avec Bad Comet Games, c'est qu'il y a énormément de cartes, il y a peut-être trop de cartes, l'auteur a un petit peu de mal à limiter sa créativité, ce qui fait que si vous avez le malheur de sliver un jeu comme Wondrous Creatures, sachant que la pioche, c'est un tas que vous allez poser sur le plateau, je doute que tout tienne debout.
Et puis alors bon courage pour les mélanger, ça c'est déjà une problématique que j'ai sans même avoir chivé. On arrive donc à ce Winterfall, cette nouvelle extension, et qu'est-ce qu'elle nous raconte pour faire rapide? Il y a toujours un petit peu de lore à l'arrivée. En fait, il s'avère que quand on a découvert Starbeak, on y a donc construit notre réserve, on s'est un petit peu développé, installé là-bas, et puis on avait l'impression que c'était une île evergreen, ever sunny, qui faisait toujours beau, c'était le printemps éternel. Et puis d'un coup, on s'est rendu compte qu'il commençait à avoir des bourrasques, un petit peu de neige, beaucoup de neige, très beaucoup de neige. Et finalement, le constat qui s'impose au moment de Winterfall, c'est que, contrairement aux contrées que nous, on va connaître, sur Starbeak, les saisons durent plusieurs années. Donc là, on arrive dans un cycle où c'est l'hiver depuis longtemps et ça risque d'être l'hiver encore pas mal de temps. Ce qui est marrant, c'est que ça va réveiller des nouvelles créatures puisque Winterfall apporte un nouveau type d'espèce. Et puis, ça va aussi faire bouger beaucoup le terrain avec la neige, les événements météo et autres. Mais tout ça, on y vient tout de suite. Pour chacun des ajouts de cette boîte Winterfall, j'ai essayé de vous donner un petit peu mon opinion sur est-ce que c'est bienvenu, moins bienvenu, un petit peu superflu. Le premier ajout de ce Winterfall, c'est un gros paquet de cartes allongées qui sont des cartes événements. Alors déjà, vous avez un setup de base, ça c'est assez original, ça permet un petit peu de rafraîchir les parties, c'est-à-dire qu'en début de partie, vous tirez un setup et ça va vous faire modifier un tout petit peu la carte de base. Une carte qui était déjà un petit peu modifiée dans le jeu d'origine avec les tuiles habitat qu'on va rajouter avec les œufs qui vont apparaître un petit peu partout. Mais là, ça va être un petit peu plus hardcore. On va créer un nouveau type d'habitat qui sont des habitats un petit peu de joker qui donnent toutes les ressources possibles. Bref, il y a 2-3 petites choses à faire. Donc c'est bien parce que déjà le début de partie crée, encore une fois c'est très léger, mais il y a un petit setup quand même différent. Et ensuite, sur la piste de temps, vous aurez des moments où on va vous dire tirer un événement, donc vous retournez une carte événement, et cette carte, en gros, elle va encore modifier le terrain, possiblement, elle va aussi déclencher des chutes de neige, des blizzards, des choses sur lesquelles on va revenir après. En tout cas, ça donne un petit peu de vie, un petit peu de piquant, c'est jamais game changer en soi, mais ça permet de sortir d'une espèce de routine qui, dans le jeu de base, même avec les tuiles découvertes que vous alliez rajouter, on était quand même sur quelque chose d'assez lambda, assez linéaire dans le déroulement, dans l'univers. Là, il y a des choses qui vont bouger, on va voir potentiellement, on y viendra, des endroits qui vont devenir inaccessibles ou des options qui seront plus disponibles, et ça, c'est plutôt intéressant. On a ensuite ces fameux flocons de neige. Alors les flocons de neige, ils vont arriver, il y a plein d'événements, de cartes qui vont permettre de poser des flocons au-dessus, alors je sais pas comment ça se dit en français, la wilderness, enfin la nature sauvage, là où vous piochez finalement, vous recueillez vos créatures, vous allez avoir des flocons qui s'ajoutent, et je pense que c'est une stratégie pour éviter qu'il y ait des cartes qui dorment trop longtemps dans la rivière, même si cette rivière est régulièrement rafraîchie, puisque ces flocons de neige, à la fin de la partie, celui qui en aura le plus marquera des points. Donc parfois on peut se dire tiens il y a 3-4 flocons sur une carte dont personne ne veut, est-ce que ça vaut le coup de la récupérer parce que ça va me permettre de prendre de l'avance donc sur cet objectif de flocon de neige à la fin de la partie, quitte à ce que la carte soit pas optimale, sachant que vous n'êtes pas obligé du tout de la mettre dans votre réserve, il faut juste prendre la carte pour récupérer les flocons. Je pense aussi, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, que cette notion de flocon de neige elle sert à maintenir l'attention des joueurs sur la wilderness, donc sur cette rivière de cartes en fin de partie, parce que, alors je sais pas comment, si vous avez déjà le jeu, dites-moi en commentaire. Généralement, nous, quand on joue, et quels que soient d'ailleurs mes adversaires, en fin de partie, sur les 4-5 derniers tours, quand il reste 2-3 trophées, on a tendance à plutôt se focaliser sur ce qu'on a en main, sur les combos les collections pour lesquelles il va nous manquer une ou deux bestioles, et on est assez peu sur la rivière, on va moins s'attacher au pouvoir des cartes parce qu'on sait qu'on n'aura pas le temps de les rentabiliser vraiment. Et j'ai l'impression donc qu'avec ces flocons, on garde cette rivière, cette wilderness pertinente jusqu'au bout, donc pourquoi pas, c'est intéressant, et en soi, ça complexifie pas plus le jeu que ça, donc ouais, voilà, encore une fois, pourquoi pas. On a ensuite tout ce qui est événements météo. Et là, alors certes, il va y avoir des avantages en gameplay, mais avant tout, c'est très thématique. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Là, ils sont allés chercher quelque chose qui vraiment vous immerge dans ce monde de l'hiver de Starbeak. C'est-à-dire que vous allez avoir d'une part les aurores boréales. Les aurores boréales, il y a plusieurs façons de les poser. Elles vont se poser sur des habitats. Et en fait, elles vont vous donner, quand vous êtes adjacent à cet habitat, au lieu de faire ce que vous faites d'habitude, vous aurez un effet qui est souvent plutôt très positif. De type, je sais pas ce que je vous mettrai en photo, mais de type rafraîchir 5 œufs par exemple, ou bien défausser une carte et gagner 3 ressources. Donc c'est souvent assez bénéfique, et ça ne dure que une ou deux activations, ça dépend lesquelles, même 3 je crois pour certaines. Donc un peu comme une aurore boréale qui durerait pas, vous voyez, l'aurore boréale, si vous vous précipitez pour aller la voir, vous avez ce bonus, et puis ensuite elle disparaît. Donc je trouve ça vraiment très thématique, très poétique. À côté de ça, on va voir les blizzards qui peuvent entre autres servir un petit peu à gêner les adversaires. Vous les posez également sur des tuiles d'habitat.
Et en fait, ça fait en sorte que vous ne puissiez plus, quand vous êtes adjacent à cette tuile, récupérer des ressources. Parce qu'il y a un blizzard, il y a une tempête, c'est plus possible. Par contre, vous êtes obligé, s'il y en a disponible, de prendre une carte créature dans la rivière. Et en fait, là, encore une fois, il y a le côté thématique, puisque c'est la tempête, donc les animaux s'enfuient, ils ont peur. Donc quand vous êtes adjacent à ces lieux-là, et ben, vous allez tout simplement recueillir une créature qui, à mon sens, s'est enfuie de son habitat parce que c'est vraiment la tempête. Voilà, donc c'est deux façons un petit peu de modifier la fonction des lieux d'habitat, là où on va récupérer des ressources et des créatures, tout en essayant un petit peu de créer un thème hiver et oui, voilà, de rester thématique de bout en bout. Et on termine par l'autre ajout, parce que finalement, vous voyez, il y en a quand même quelques-uns, mais aucun qui va, et c'est très appréciable, complexifier outre mesure les règles. Ça va être les nouvelles conditions de scoring, et ça, c'est assez marrant. C'est-à-dire que maintenant, en plus des cartes aléatoires que vous allez tirer, il n'y a pas de souci, collectionner tant d'espèces, avoir tant d'œufs, etc. En dessous, vous aurez 3 conditions supplémentaires. Qu'est-ce que c'est que cette zone de majorité? C'est une nouvelle façon de scorer, où là, c'est simplement, il faut avoir le plus 2. Donc avant, sur les 7 espèces qui restaient, il y en avait toujours une qui n'était pas reprise sur les cartes, donc qui ne servait quasiment à rien, à part pour les pouvoirs des créatures en elles-mêmes, et c'était un petit peu dommage. Là, les 2 qui vont rester, eh ben, celui qui en aura le plus marquera des points, c'est flat, il n'y a pas à valider d'objectif, c'est à la fin de la partie. On va compter, je sais pas moi, les primates, bah, écoute, moi j'en ai 12, toi t'en as 11, eh ben, c'est moi qui marque les points, toi tu marques la 2e place, 3e place, etc. Sachant qu'évidemment, vous avez aussi des créatures de la nouvelle espèce, donc les esprits, qui vont vous donner des bonus du genre 1 point de victoire supplémentaire par flocon que vous possédez. Il y a toujours évidemment un moyen de capitaliser, de créer, de façonner ces conditions de victoire dans Wondrous Creatures, ça n'a pas changé. Alors, avant de vous dire ce que je pense de cette extension du jeu en général, si justement, je vais un petit peu revenir sur le jeu en général, ou en tout cas, ce qui m'a frappé en fait quand j'y ai joué, sachant que là, donc, j'avais des versions core box que je trouvais, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, assez deluxe. C'est quoi, il y a cette impression de deluxe, mais qui n'est pas clinquante comme Oaken Rims. Vous voyez, même si vous avez un Wondrous Creatures deluxe, ça va être des beaux jetons en bois. Et si vous avez une version core box, enfin, dans tous les cas, vous avez les Meeples qui sont screen print recto verso. Enfin, ils sont intégralement imprimés. Il y a les petits aimants pour monter sur les petites créatures. Il y a beaucoup de choses, donc c'est pas du Oaken Rims, c'est pas du vomi vous voyez, d'extrême, de pièces en métal, de machin. C'est pas trop. Je trouve que c'est pas indigeste. Mais malgré tout, en fait, je viens à mon point, je sais pas comment l'exprimer autrement. Il y a un côté jeu sérieux, vous voyez, jeu coréen. On sent que c'est un jeu qui a été réfléchi, les mécaniques sont limpides. Il y a une forme de sobriété, la boîte est très belle, les cartes sont très belles, mais c'est pas du Dragon Eclipse, malgré tout. Et pourtant, je trouve qu'on a une poésie, une espèce de fantaisie, mais un petit peu plus cachée, oui, un petit peu entre les lignes, une fantaisie dans le sérieux, je saurais pas comment le dire autrement. En tout cas, ça m'a vraiment, ça nous a, et surtout avec ma compagne, on a fait quelques parties, ça nous a vraiment touché ça, de se dire, tiens, telle créature, elle est mignonne, mais pas mignonne qu'on mettrait un Pikachu, vous voyez, je sais pas, il a sa patte à lui, qui est à la fois sérieux et à la fois fantasque, et j'aime bien, moi, cet entre-deux-là, cette espèce de, je trouve qu'ils ont créé quelque chose de vraiment unique, et je devais le dire plus tard, je vais le dire maintenant, je regrette presque qu'ils aient renoncé à ça pour retourner dans le naturaliste classique avec Shalossi, donc le jeu qui a suivi, qui était un jeu sur les espèces maritimes tout à fait normal, parce que j'avais l'impression que là, Bad Comet touchait du doigt quelque chose qu'on fait pas trop ailleurs. C'est-à-dire que c'était pas complètement délirant, et en même temps, c'était pas des tigres et des éléphants, quoi. C'était un truc à part, ils ont un truc à part. C'est pas complètement drôle, c'est pas complètement sérieux. Voilà, je suis vraiment amoureux de ça. Je suis amoureux. Vous voyez derrière moi les boîtes, on les devine derrière moi. Il y a vraiment quelque chose. Voilà, je tenais à le dire. C'est peut-être un peu long et ça apporte pas grand-chose au débat. Mais moi, personnellement, je suis vraiment touché par ça, par leur façon de raconter cette histoire. Et j'espère que qu'ils reviendront à ça, même avec une autre licence, sans faire des extensions à rallonge, parce que c'est quelque chose qu'on voit, je pense, trop rarement, ou en tout cas moi que je vois assez rarement. Alors globalement, cette extension, qu'est-ce qu'elle apporte? On va dire 2 choses, si je me fie un petit peu au script qui est juste à côté de moi. La première, c'est de rajouter des conditions de victoire. Donc je vous refais pas le speech, on vient d'en parler, il y a des notions de majorité. C'est-à-dire quel que soit le nombre que vous en avez, il suffit d'en avoir plus que les autres. Et ça, à un moment, on pourrait se demander, moi je m'étais demandé ça en étudiant le livret de règles, qui fait quand même quelques pages, il y a quand même un petit peu de notions à maîtriser. Je me disais, est-ce que ça fait pas trop, en fait? C'est déjà un jeu de salade de points, on va pas se mentir, vous le savez, c'est un jeu de salade de points, sauf que la salade, elle est devant vous, c'est les cartes que vous tirez, les cartes succès que vous tirez au début de la partie. Finalement, pas tant. D'après moi, puisque comme ces 3 nouveaux objectifs sont des majorités, vous n'avez pas besoin de vous focaliser dessus. Éventuellement, comme dans une course de voiture, vous pouvez regarder un petit peu dans le rétroviseur quand on arrive en milieu 3/4 de partie, en disant ok, bon, il y a un objectif sur les insectes,
j'en ai 8, en face il en a 10. Si je peux essayer d'aller en gratter 2 de plus. Et puis je fais la balance comme avant en fait. Je fais la balance entre est-ce que ça vaut plus le coup d'essayer de le doubler là-dessus ou est-ce que c'est plus rentable pour moi de continuer ce que je suis en train de faire, ma collection d'autres choses ou mon combo de ceci. Donc on n'a pas senti forcément de lourdeur supplémentaire. En termes d'explication en plus, si vous maîtrisez les règles, bon, il n'y a pas 36 choses expliquées. C'est bien qu'il y ait une personne qui sache comment se posent les aurores boréales, par exemple, quelles sont les conditions, où est-ce qu'on peut pas les mettre. Mais à part ça, vous voyez, j'ai oublié de le dire aussi, on va rajouter des montagnes parfois, on va modifier un peu le terrain. Bon, s'il y en a un qui sait comment ça marche, ça suffit. Vous brossez un petit peu le concept et puis ça se fait très bien. Donc il n'y a pas de lourdeur ajoutée. Et il y a même, je trouve, une fraîcheur avec, et pardon, je consulte mes notes, là je suis en roue libre, avec ces départs aléatoires qui sont vraiment marrants. Pourtant, ça change pas grand-chose. En gros, vous allez placer 2 habitats différents, vous allez placer quelques flocons sur la rivière au-dessus des créatures, là, ces flocons qui valent des points. Mais malgré tout, un petit peu comme Mythic Mischief, sans que ça ça change le gameplay, sans que ça change... Enfin si, ça change évidemment la configuration, mais je veux dire, sans que ce soit un changement révolutionnaire pour le jeu, il y a toujours quand même ce petit truc de nouveauté et qui est renforcé par les événements qui eux-mêmes, c'est pareil, hein, parfois ils vont donner un choix parmi les joueurs. Les joueurs peuvent récupérer ceci, placer cela, chacun à leur tour. Mais c'est juste que ça dynamise un petit peu le truc. Et tant que, je viendrai au solo tout à l'heure, tant que vous avez un joueur qui vous aide quand il faut rafraîchir les cartes, vous savez, qui fait les manips avec vous, qui suit un petit peu le truc, bah ça reste fluide. Donc là-dessus, j'ai pas de grosses observations à faire, à part que, et peut-être que j'anticipe un petit peu ce fameux script qui est à côté de moi, en rajoutant ce matos-là, vous avez forcément 2 boîtes. J'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, oui, vous avez forcément 2 boîtes, tout ne rentre pas dans une, et ça peut poser problème à certains, que ce soit pour le stockage ou bien même le transport. Alors malgré tout, 2 choses importantes à noter, c'est que on va avoir un jeu qui va être un tout petit peu plus expert. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi qui a un certain nombre de parties au compteur, face à quelqu'un qui découvre, forcément avec ses opportunités en plus, je vais pouvoir gagner sur tous les tableaux. Moi, je peux très bien remporter les objectifs principaux en marron et puis me débrouiller pour avoir plus d'amphibiens amphibiens, ça n'existe pas, plus d'oiseaux qu'un débutant, il n'y a pas de souci. Donc ça va le rendre, ça se dessine plutôt à ceux qui jouent déjà un petit peu et qui ont envie de pousser le concept plus loin. Même si c'est pas plus complexe, mais malgré tout, ça reste l'écart de niveau entre un débutant et quelqu'un qui joue depuis 2 ans, il sera manifeste. Je reviendrai aussi très légèrement, parce que j'ai oublié de vous le préciser, sur ces évolutions de la carte. Vous savez, le fait de poser, donc, on vient de le dire, des montagnes, des aurores, etc. Finalement, je suis un petit peu déçu parce qu'on garde le plateau de base. Hein. Dans Winterfall, il n'y a pas de nouveau plateau en mode hiver. Et les changements sont relativement marginaux. En fait, il n'y a pas de moment où ça vous saute à la figure en vous disant « Waouh !» Projeté dans l'hiver, vous avez 3 tuiles blanches sur le plateau, les montagnes restent vertes pour pas qu'il y ait d'erreurs possibles vis-à-vis des règles des montagnes, donc c'est même pas des montagnes enneigées. Donc voilà, en termes de projection dans le monde, c'est pas foufou, surtout à 2 joueurs évidemment, hein, c'est comme tout, à 2 joueurs il y a moins de déclencheurs, il y a moins de choses qu'on rajoute. Donc bon voilà, c'est pas tant pour l'immersion, même si je retire pas tout ce que j'ai dit en termes de bénéfices de gameplay pour les événements, les aurores, les blizzards. Vous attendez pas non plus à avoir un territoire qui est transformé. Il y a un ajout, mais par rapport à la promesse du lore qui vous dit tiens, on est sur des années d'hiver, on ressent pas trop ces années d'hiver, hein. Clairement, ça reste du vert autour de vous, il y a un peu de blanc par-ci par-là, il y a des belles nouvelles créatures, hein, les esprits de la neige et compagnie, mais ça va pas plus loin que ça, vous attendez pas à plus d'immersion que ça. Alors le solo, il est à peu près aussi léché que dans Wondrous Creatures original. On a aussi des nouveaux scénarios pour ceux qui aiment ça, les solos scénarisés. Vous savez que moi, le solo, c'est pas du tout mon truc et ça l'est encore moins dans ces jeux-là. Vous allez vous taper beaucoup de manip puisqu'il y a, le solo est vraiment léché. Il y a tout un fonctionnement. C'est pas juste des 3 cartes comportement que vous allez tirer. Donc ça vous demande de gérer une IA quand même de façon un petit peu suivie, d'essayer d'anticiper ce qu'elle va faire. Et puis aussi, je parlais tout à l'heure de tout ce qui était fluidité du jeu. Là, tout ce qui va être les progressions sur la ligne du temps, s'il faut nettoyer la rivière, tirer des œufs pour les mettre à de nouveaux emplacements, là vous êtes tout seul, donc ça prend peut-être un peu de temps. Moi, c'est pas ma cam, je sais que certains adorent, je sais que Bad Comet fait des gros efforts sur ses solos et cette collection, ça s'y prête très très bien. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un hardcore du solo, vous serez pas plus déçu, vous serez même plutôt aussi ravi que pour Wondrous Creatures ou pour les jeux d'avant. Par contre, si pour du solo casual, ça demande quand même un certain investissement. Mais en parallèle, c'est un jeu qui peut s'acheter pour n'être joué qu'en solo, puisque le solo est vraiment traité avec sérieux. Allez, on va râler un petit peu, on va râler 2 minutes. Le premier point, je l'évoquais tout à l'heure, je vais venir aller un petit peu plus en profondeur. Tout le matos ne tient pas dans une seule boîte.
malgré le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux plateaux. Vous avez quand même beaucoup de nouvelles cartes. Alors cette boîte d'extension vient avec des inserts, c'est trop bien, avec des inserts en plastique pour tout ranger. Toujours est-il qu'avec les plateaux supplémentaires, le petit ajout au-dessus avec les cartes événements, le petit ajout en dessous avec les objectifs, ça rentre pas dans une seule boîte, ou alors faut bourrer un petit peu. Et bon, ça à la limite, ça pourrait être anecdotique parce que les boîtes sont pas énormes, mais elles sont très belles, donc vous serez content d'avoir les deux. Ce qui va être vraiment embêtant pour moi, et si comme moi vous avez plusieurs groupes de joueurs, plutôt plusieurs joueurs, des joueurs qui viennent de temps en temps, un compagnon qui va jouer régulièrement, vous allez avoir le même problème que moi. Ce problème, c'est qu'il est très difficile de revenir à la version Core Box quand vous avez incorporé cette extension, puisque cette extension, elle propose d'abord des nouvelles créatures et pas uniquement des esprits. Vous avez quelques cartes créatures pour chaque type. Donc vous allez les mélanger dans le paquet de base, ce qui veut dire que si vous voulez revenir à la Core Box, il faut refaire le tri, cet immense paquet de cartes là pour retirer toutes les cartes de l'extension. C'est vrai aussi pour les tuiles de découverte, c'est-à-dire les tuiles d'habitat que vous allez greffer. Il y en a 2, je crois, qui s'ajoutent au tas. Et je crois qu'elles sont marquées. Tout le matos est marqué, mais malgré tout, ça fait du taf. Même la façon de gérer les objectifs a changé. Tout ça pour dire donc que si demain, on me dit, bon allez, on se fait un Wondrous, mais il faut faire découvrir un nouveau joueur, il faut enlever toutes les extensions, j'ai un paquet de tri à faire, en fait. Et j'aurais peut-être préféré qu'on ait uniquement les cartes esprits en plus, et pas d'autres cartes créatures que je sais pas si elles doivent rester si on joue au jeu de base, parce que finalement c'est pas très clair, est-ce qu'on peut quand même les laisser? Aucune idée. Pareil pour les tuiles, il y a une tuile par-ci par-là, un jeton par-ci par-là qui a été rajouté. Est-ce que ça peut rester quand on joue au jeu de base? Je suis pas trop sûr. Dans le doute, moi je remettrais tout à 0 pour revenir en vanilla. Mais voilà, ça... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça s'adresse plutôt à des joueurs qui aiment le jeu, qui le pratiquent régulièrement, qui ont envie d'aller plus loin et qui n'auront pas nécessairement envie de revenir en arrière, parce que vous pourriez pas faire en permanence l'aller-retour. Vous voyez, faire une partie core box, une extension, une core box, une extension, vous deviendriez fou, je pense. C'est déjà assez difficile de mélanger ces gros paquets de tuiles et de cartes. Si en plus à chaque fois il faut refaire le tri, je pense que ce sera un cauchemar. Allez, on va revenir sur un point qui, moi, m'a vraiment marqué, qui est en lien un petit peu. Là, je prends un petit peu plus de temps, on est sur la fin de la vidéo. Si vous voulez vraiment des avis sur le jeu, c'est le moment de se quitter, vous pouvez partir. Il y a quelques éditeurs comme ça qui, depuis très longtemps, ont ma préférence. Les rares pour lesquels que je vais contacter moi-même en disant j'aimerais beaucoup parler de tes jeux s'ils oublient de venir me chercher eux-mêmes. Et il y a toujours une raison. Souvent, c'est la philosophie de cet éditeur, de cet auteur, de ces auteurs, le comportement. Il y a plein de choses qui jouent. Je vais pas les citer là parce que je serais des jaloux, j'en oublierai. En tout cas, Bad Comet, c'est toujours un éditeur dont j'ai apprécié le travail, dont j'étais curieux de voir le prolongement. Et là, il a fait quelque chose qui, pour moi, est vraiment révélateur en fait de son état d'esprit et de son amour pour ce qu'il fait. Ce Wondrous Creatures, qui sort donc en VF en novembre. N'oubliez pas que Wondrous Creatures, le core box, existe déjà en VF, et donc il y aura une VF aussi pour l'extension, ce qui est vraiment génial, hein. Même s'il n'y a pas forcément besoin du texte, une fois qu'on connaît les icônes, c'est bien d'avoir le truc en français. Bref, ce Wondrous Creatures Winterfall, il est direct en boutique. Et alors, moi j'étais assez surpris. Bad Comet m'envoie le lien du magasin, je vois le truc qui existe dans le magasin, je dis ok, très bien, parce qu'il il est déjà dispo en VO. Mais je dis, mais pourquoi, du coup, comment ça se fait que vous passez pas par Kickstarter pour faire l'extension? Et ils me répondent, en gros, je paraphrase évidemment, ils m'ont répondu en anglais, mais ils m'ont dit, voilà, on estime que maintenant on a une communauté assez solide sur Wondrous Creatures, donc on ne ressent pas le besoin d'aller passer par le financement participatif, parce que donc on a cette communauté de joueurs. Et ça a l'air con comme ça, mais il y a tellement d'éditeurs qui font exactement l'inverse. Et allez voir, si vous voulez, les derniers podcasts, on tape un petit peu à bras raccourcis sur Lucky Duck, surtout depuis qu'elle a été reprise par Goliath. Lucky Duck, alors c'est pas le seul, c'est juste que c'est l'exemple que j'ai en tête là. Lucky Duck, avec Umegari, il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que Lucky Duck, il a sa communauté, il a ses fans, et Lucky Duck va te prendre un jeu qui est calibré pour la boutique. Umegari, c'est un jeu de boutique 100%. Et ils vont te le mettre sur Kickstarter. Parce qu'évidemment, quand tu es sur Kickstarter, tu auras moins d'intermédiaires, potentiellement ça te permet de faire des espèces de précommandes, donc de pouvoir mesurer un petit peu ton tirage. Et en soi, c'est pas le diable, ils ont le droit, tout à fait. Mais je trouve que Bad Comet qui dit non, nous, on a plus besoin entre guillemets, d'abuser du truc. Parce que, les gens sont là, donc on va leur vendre directement et ça se passera bien. Je trouve ça, je vais pas dire noble, c'est un grand mot, mais je trouve ça vraiment classe de leur part. Je trouve ça, responsable, quoi. C'est pas, on est prêt à tout pour couper les coups et essayer de régénérer de la hype.
Eux, ils sont en mode, voilà, le business tourne, on passe par la boutique et puis c'est plus simple pour tout le monde. Alors que je suis convaincu, vu son classement BGG, vu le succès de la campagne, vu tout le bouche à oreille derrière positif qui est sorti, je suis certain qu'ils auraient pu refaire une campagne, reprint, extension, ce que tu veux avec du Deluxe. Ils auraient fait des sous et ils le font pas en fait. Et même des éditeurs que j'adore, parce qu'en ce moment, là, très bientôt, on enregistre un podcast, je vais reparler encore de Ludus Magnus. Il y en a qui tirent pas mal sur la corde, en fait. Et eux le font pas. Voilà. C'est leur choix. Je crois savoir que Bad Comet, le fondateur, a d'autres business, et donc il gagne très très bien sa vie. C'est juste un passionné de jeux de société qui fait ça à côté. Donc oui, c'est plus facile quand tu peux te le permettre et que le toit au-dessus de ta tête n'en dépend pas. Évidemment, hein, tout le monde peut pas faire ça. Malgré tout, il y a des gens qui réussissent déjà très bien dans la vie et des éditeurs qui gagnent déjà énormément d'argent. Ça ne les empêche pas d'aller essayer de chercher le moins de centimes par-ci par-là. Et encore une fois, c'est leur droit. Hein. Ça en fait pas des mauvaises personnes. Juste, voilà, il y a deux façons de voir les choses. Est-ce que c'est la mentalité coréenne? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression quand même qu'on peut nationaliser. Et là, je dérive un petit peu. J'ai l'impression qu'on peut nationaliser de plus en plus les comportements des éditeurs. Vous savez que je suis très proche d'un grand nombre d'éditeurs italiens pour leur fougue, pour leur audace, avec leurs défauts aussi, il n'y a pas de souci, mais je suis très proche des éditeurs asiatiques au sens large, mais vous voyez, des Ice Makes, des Bad Comet, c'est des éditeurs qui souvent vendent du rêve, qui souvent font du boulot vraiment carré, qui essayent un petit peu de sortir des sentiers battus. Donc voilà, si vous cherchiez un petit peu aujourd'hui à savoir où j'en suis, pourquoi aussi peut-être je fais moins de reviews, parce que je suis pas forcément toujours moins sollicité, c'est juste que je refuse pas mal de choses. C'est beaucoup plus un plaisir de bosser avec ces gens-là. Et je vous dis, ce coup on ne ressent pas le besoin de passer par Kickstarter. On ressent pas le besoin d'aller chercher plus d'argent. Je trouve ça vraiment tellement classe que je ne pouvais que vous le partager. Je termine, je crois que c'est tout pour les notes. Donc la VF en novembre. N'oubliez pas, sachant que le jeu de base est déjà en VF. Par contre, je sais pas si c'est la version de luxe. Elle est belle, hein, elle est belle sans en faire trop. La version de luxe, c'est quasiment tout est en bois, alors que sinon vous avez des œufs en carton. Mais la version de base, j'en suis témoin, vous l'avez vu sur les photos, elle est déjà très très belle. Et oui, voilà, peut-être que je termine là-dessus parce que c'est un petit peu le cri du cœur que je veux envoyer à l'éditeur. Je sais comment que l'éditeur, lui, regarde la vidéo jusqu'au bout. Shallow aussi, c'était un chouette jeu, il n'y a pas de souci, peut-être un peu plus casu. Mais revenir à cet univers animalier, alors qu'on voit qu'ils ont le potentiel créatif, mécanique et tout ce que vous voulez de créer des mondes comme ça, mais il nous faut plus de mondes comme ça, en fait. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit 220e sur BGG, c'est peut-être pas que l'intérêt des mécaniques. C'était des mécaniques qu'ils pratiquaient déjà avant, alors peut-être pas calibrées exactement de la même manière, mais ils ont rien inventé avec Wondrous Creatures, à part un monde cohérent, thématique, encore plus thématique avec Winterfall, et il faut les pousser par là. Donc vraiment, il faut les pousser vers ça. Donc vraiment, si ça peut vous intéresser, jetez un œil à ce Wondrous Creatures. Certes, c'est une review qui est rémunérée, et je suis bien content que ce soit ces gens-là qui me payent, vous voyez. Donnez-leur leur chance, et je vous garantis que vous risquez d'être surpris. Je connais des gens dans mon entourage qui n'auraient pas mis une pièce sur ce jeu-là, sur photo ou sur facture, et qui maintenant en redemandent. D'ailleurs, je citerai, je ne sais pas si elle le verra, mais ma compagne qui insiste maintenant pour que je le rachète en français, parce qu'elle préfère les jeux en français, et qu'elle voudrait continuer à y jouer. Voilà, j'espère vous avoir aidé un maximum avec cette présentation de l'extension, mais aussi ce nouvel hommage au Wondrous Creatures. Je peux vous garantir que cette boîte-là qui m'aura envoyé, je la donnerai pas et je la vendrai pas. Celle-là, je la garde bien au chaud et je serai content de la ressortir. Je vous souhaite un beau mois d'août. On se revoit très très vite, parce que on va reparler de pas mal de jeux qu'on aime bien, qui ont été évoqués en début d'année, voire même il y a un petit peu plus longtemps. Et puis il y aura toujours le podcast, bien sûr, un podcast en mode un petit peu plus détente pour ce mois d'août. En tout cas, donc portez-vous bien, profitez bien, courage à ceux qui bossent comme moi. À bientôt, salut!